Deuxième exercice du concours blanc, donc c'est un exercice qui vient de Écrit-com 2015, donc là aussi voix E. Alors vous allez me dire pourquoi faire des voix E alors que maths approfondi on est plutôt sur de la voix S. Tout simplement parce que sur la voie S, il y a beaucoup plus de choses en relation avec l'algèbre bilinéaire, les produits scalaires, les normes et ainsi de suite, qu'on n'a pas encore vu, en tout cas qu'on n'a pas vu suffisamment pour que j'ai pu en mettre dans le concours blanc. Alors qu'en voie E, la réduction, l'algèbre linéaire, tout ça, il n'y a pas les produits scalaires, donc voilà. Alors, donc, Écrit-com 2015, voie E, et le troisième exercice, je crois que c'est EDEC 2015, voie E là aussi. Évidemment, je ne vous donnerai pas des voies E toute l'année. Donc, deux parties indépendantes. D'abord, une loi exponentielle, une suite. Alors, je vais écrire en noir, ça sera mieux. Soit x une variable aléatoire réelle qui suit la loi exponentielle de paramètre 1. Donc, la première question, c'est du cours. Donner une densité de x. Donc, x a pour densité, par exemple, fx qui a x associe 0 si x est négatif. Alors on peut mettre négatif ou nul ou négatif, hein, c'est une densité. Et ensuite exponentielle de moins x si jamais x est supérieur dans ce cas-là strictement à 0. Voilà. Ensuite, rappelez les valeurs de l'espérance de la variance. Eh bien, x admet une espérance. Et son espérance vaut 1 sur lambda. Et comme ici, lambda vaut 1, donc mon espérance vaut 1. X admet une variance qui vaut normalement 1 sur lambda carré. Enfin, normalement, qui vaut 1 sur lambda carré. Mais ici, lambda au carré vaut 1. Donc, on a 1. Voilà pour la première question. C'est du cours. J'ose espérer que tout le monde a réussi cette première question. La question B, là aussi, hein, c'est une question de cours. Vous en connaissez le résultat. D'ailleurs, de toute façon, on vous le redonne, mais on demande simplement de le redémontrer. On vous demande de déterminer la fonction de répartition d'une certaine variable aléatoire. Pour déterminer la fonction de répartition d'une variable aléatoire, on se donne un réel x et on va s'intéresser à donc, la fonction de répartition qui ici doit s'appeler f. F de x, qui est donc la probabilité que grand X soit inférieur à petit x, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à petit x de f, je l'ai appelé, on ne nous en donne pas de nom, donc je vais continuer à l'appeler fx de t dt. Et vous voyez que, suivant les valeurs de petit x, eh bien, pour fx, on va avoir deux expressions possibles. Donc le premier cas, c'est le cas où x est négatif. Dans ce cas-là, fx, c'est toujours l'intégrale de moins l'infini à x de fx de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dt, qui vaut donc 0. Donc ça, c'est réglé pour le cas où x est inférieur à 0. Maintenant, pas le premier cas, on l'a déjà traité, le deuxième cas, qui est x positif. F de x, c'est toujours l'intégrale de moins l'infini à x de fx de t dt, mais on va donc avoir l'intégrale de moins l'infini à 0, plus l'intégrale de 0 à x, de f de t de fx de t dt. C'est-à-dire, eh bien, cette première intégrale, on l'a presque calculée, en tout cas on l'a calculée au-dessus pour tout x inférieur ou égal à 0, donc y compris pour 0, elle va donc valoir 0, plus l'intégrale de 0 à x de exponentielle de moins t dt, c'est-à-dire moins exponentielle de moins t, que je vais intégrer entre 0 et x, je vais donc avoir 1 moins exponentielle de moins x. D'où la fonction qu'on me le demande. Pour tout x appartenant à R, f de x égale 0 si jamais x est négatif, et 1 moins exponentielle de moins x, sinon. Alors vous allez me dire, on n'a pas tout à fait écrit ça, et vous aurez raison.
Néanmoins, on peut remarquer que f de 0, c'est 1 moins exponentielle de 0, vaut 0. Donc je peux mettre le 0 là où je veux. Enfin, là où je veux. Le 0, soit je le rattache à ça, soit je le rattache à celui-là. Et voilà pour cette première question du cours, en fait. Deuxième question, on va s'intéresser à une suite. Donc U1 égale 1, UN plus 1 égale grand F de UN, avec la fonction grand F qui est rappelée au-dessus. Bon. Question 2a. Montrer que pour tout réel x, exponentielle de x est supérieur ou égal à x plus 1. Donc là, pour ce genre de question, vous avez deux méthodes. La première méthode, c'est d'étudier la fonction qui a x associe exponentielle de x moins x plus 1 et de montrer que cette fonction est positive sur R, ça ne pose pas de problème. La deuxième fonction, elle est un petit peu plus maligne, c'est d'utiliser une propriété de la fonction exponentielle qui est sa convexité. La fonction exponentielle est convexe sur R. Ça, c'est un résultat que vous êtes censé connaître et donc pouvoir utiliser. Ce qui va nous permettre de montrer la première inégalité de façon très très rapide. La fonction qui a x associe exponentielle x est convexe sur R. Cette fonction, je vais l'appeler phi par exemple. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que phi est dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, bien sûr, vous avez que phi' de x est égal à exponentielle de x. Ce qui va nous permettre d'écrire l'équation de la tangente en 0 à la courbe représentative de cette fonction exponentielle. Donc c'est phi, la courbe de phi, admet donc une tangente en tout point, donc en particulier en 0. Cette tangente a pour équation y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0, c'est-à-dire x plus 1. Et donc, par convexité, pour tout x appartenant à R, exponentielle de x va être supérieure à x plus 1, puisque l'une des propriétés des fonctions convexes, c'est d'avoir une courbe qui est toujours au-dessus de ces tangentes. Alors, il y a beaucoup de blabla, on peut peut-être rédiger ça de façon un petit peu plus légère, mais en tout cas, vous avez tous les arguments. Et je le répète, on peut aussi étudier la fonction qui a x associé exponentielle x moins x plus 1 et trouver son signe. Donc là, on dérive et on a de la chance, une seule dérivation suffit. Souvent, en fait, on est obligé de dériver deux fois et au bout de la dérivée seconde, on arrive, dans 95% des cas des exercices qui nous intéressent, à donner le signe de la dérivée. Après, il faut remonter, donc c'est un petit peu de travail quand même. Montrer que l'égalité a lieu si et seulement si x est égal à 0. Donc, si jamais x égale 0, alors pas de problème. J'ai exponentielle de 0 qui vaut 1 et x plus 1, je vais écrire ça comme ça, égale 0 plus 1 égale 1. On a donc égalité. On a donc égalité. Bon. Maintenant, il faut supposer que on a égalité. Supposons maintenant que exponentielle de x soit égale à x plus 1. Bon. Si je fais ça, je vais me retrouver avec quoi? Eh bien,
je vais me retrouver avec l'équation suivante. Donc, exponentielle de x moins x est égal à 1. Et là, je me dis que j'aurais dû lire l'intégralité de la question avant de me lancer directement dans ce corrigé, parce que si on avait étudié la fonction, eh bien, on aurait le cas d'égalité directement. C'est pas grave, je vais faire autrement. Je vais appeler... Alors, j'ai déjà une fonction phi, donc je vais utiliser cette fois une fonction psi. La fonction qui a x associée exponentielle de x moins x. Psi est de classe C1 sur R. Et dérivable, hein, mais C1 ça va plus vite. Et pour tout réel x, psi' de x est égal à exponentielle de x moins 1. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on va donc avoir comme information? Est-ce qu'il n'y aurait pas plus malin? Non, on va faire ça comme ça. Et donc, on a le signe du psi' de x facilement, d'où les variations que j'aurais pu faire avant. Bon, disons que c'est une espèce de deuxième méthode pour la première partie de la question, hein. C'est pas dramatique. Donc on va avoir un changement de variable en 0. On va avoir ici le signe de psi' de x. 0, ici on va avoir moins, ici on va avoir plus. Et donc ici on va avoir les variations de psi. Ici c'est 1. Alors qu'est-ce que l'on peut dire de ça? Eh bien sur moins l'infini 0, psi' de x est strictement négatif, donc psi est strictement décroissante. D'où, pour tout x appartenant à R moins étoile, psi' de x, pardon, c'est ça qui nous intéresse, va être strictement plus grand que 1. Donc, psi de x est différent de 1. Sur 0 plus l'infini, vous avez psi' de x qui est strictement positive, hein, c'est exponentielle de x moins 1. Exponentielle de x est égale à 1 uniquement lorsque x est égal à 0. Donc, psi est strictement croissante. Ici, je vais ajouter sur un moins étoile. Et ici, ça va être sur R plus étoile. D'où, pour tout x appartenant à R plus étoile, psi de x est là aussi strictement plus grand que 1. Donc, psi de x est différent de 1. Finalement, exponentielle x est égal à x plus 1, si et seulement si x égale 0. Ce qui est ce que l'on vous demandait. Vous voyez comme quoi on a intérêt à lire intégralement la question et même l'exercice. Alors l'exercice je l'avais lu évidemment, mais pas suffisamment précisément la première question. En tout cas au moment du corrigé. Question B. Montrez que pour tout entier naturel, on a un strictement positif. Bon, bah, très bien. Typiquement, c'est une question qui va se faire par récurrence. Combien vaut U0? On commence... On n'a pas de U0, c'est U1. Alors, c'est pour ça ici, pour tout entier naturel n, manquerait n non nul, bien sûr. Soit n appartenant à n étoiles. Posons Pn la proposition, Un strictement positif. U1 est égal à 1, qui est strictement positif, donc
P1 est vrai. Une nouvelle page. Soit n appartenant à n, tel que un est strictement positif, tel que Pn est vrai. Bon. Un plus 1 est égal à f de un, qui est égal donc à 1 moins exponentielle de moins un. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que un étant strictement positif, je peux donc utiliser la question précédente. Bon. Maintenant, comme un est strictement positif, j'en déduis que 1 moins un, on va faire les choses proprement. Or, un strictement positif, donc moins un strictement négatif, et exponentielle de moins un va être inférieure à exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, par stricte croissance de l'exponentielle. Ensuite, je vais multiplier par moins 1, donc moins exponentielle de moins un va être strictement plus grand que moins 1, et 1 moins exponentielle de moins un va être strictement positif. Un plus 1, strictement positif. Il nous reste à conclure. On va quand même écrire conclusion. Par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n étoile, un est strictement positif. Je reviens juste ici, quand j'écris 1 moins exponentielle de moins un, c'est parce que un est strictement positif, mais s'il avait été supérieur ou égal à 0, ça m'aurait suffi pour écrire ça. Ensuite, question C. Recopier et compléter le programme Python suivant qui permet de représenter les 100 premiers termes de la suite. Bon. Alors, on me dit import numpy as np, et ensuite j'ai un deuxième import. Alors, quelle est la deuxième bibliothèque qu'il faut importer? Donc j'ai du np.0, for n in range, ça c'est pas un problème, u de n plus 1 égale, ben, on verra ce qu'il faut mettre là-dedans, et ensuite on voit qu'on a un plot et un show. Donc j'ai besoin de matplotlib.pyplot. As, classiquement, PLT. Alors je dis classiquement, mais moi si je faisais les sujets, je serais sans doute un petit peu fourbe et je choisirais un autre alias qui ressemble mais qui ne serait pas tout à fait PLT pour voir si le lien est fait. Mais bon, on ne m'a pas demandé de concevoir des sujets, et du coup peut-être qu'avec cette remarque on ne me le demandera pas, mais voilà. Donc ensuite, puisqu'on me demande de recopier, la première ligne, donc j'ai du np.0 de 100, donc une liste de 100 valeurs avec 0. Ensuite, dans la première case, je mets 1. Là aussi, typiquement, moi j'aurais mis 3 petits points, mais bon, ça n'a pas été fait comme ça. For n in range 99. Et donc là, n va aller de 0 à 99. Exclu. U de n plus 1, donc ça va commencer à 1. Pour calculer u de n plus 1, je dois calculer f de un, c'est-à-dire 1 moins l'exponentielle. Alors, comme je complète, je vais le mettre en vert. 1 moins l'exponentielle de u de n. Voilà. Ensuite, c'est tout ce qu'on nous demande. Alors ici, j'ai mis un for. Il faut comprendre que c'est un for en minuscule. plt.plot. U. Donc là, on va avoir un nuage de points, et chaque point va être représenté par une étoile. Et puis plt.show pour l'afficher. Ensuite, question D, on nous donne la représentation graphique que l'on obtient. Qu'est-ce que l'on peut obtenir sur la monotonie et la suite? Le graphique, il est très clair, la suite, elle est clairement décroissante et elle converge vers 0. Il semble
il semble, hein, je n'ai rien démontré, c'est une conjecture, que la suite soit décroissante et converge vers 0. Voilà pour cette question D. Question E. Classiquement, on va nous demander de démontrer les conjectures que l'on a faites. Étudier la monotonie de la suite. Bon, bah très bien. Soit n appartenant à n étoiles. Je vais étudier un plus 1 moins un, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins un, moins un, puisque... Alors je vais écrire les choses comme ça, je vais écrire f de un moins un, qui vaut 1 moins exponentielle de moins un, car un est strictement positive, donc je peux utiliser l'expression qui va bien pour f. Et donc si je réécris les choses autrement, je vais avoir comment je pourrais réécrire ça proprement? Un moins un moins exponentielle de moins un. C'est-à-dire 1 plus moins un moins exponentielle de moins un, que je vais écrire comme ça. Or, j'ai une information sur exponentielle de x et 1 plus x avec le x qui vaut 1 plus un. Or, pour tout x appartenant à R, vous avez exponentielle de x qui est plus grand que 1 plus x. Donc, pour tout x appartenant à R, vous avez 1 plus x moins exponentielle de x qui va être négatif. En appliquant cette inégalité à moins un, on obtient 1 plus moins un moins exponentielle de moins un négatif, d'où pour tout n appartenant à n étoile, un plus 1 moins un négatif, un est décroissante. Question F. On a vu que un était strictement positive, un est décroissante, un est décroissante, et minorée par 0 par le théorème de la limite monotone. Un converge. Ensuite, maintenant que je sais ça, je sais que un plus 1 est égal à f de un, alors c'est une étoile, et ma fonction f est croissante et continue sur R+. Donc, la limite L de la suite un vérifie L égale f de L. D'où
L est égal à 1 moins exponentielle de moins L. Ce qui revient à dire que L plus 1 est égal à exponentielle L moins 1, pardon. J'ai pas intérêt à faire ça comme ça. Je vais avoir donc plutôt exponentielle de moins L va être égal à 1 moins L, ou en d'autres termes, là aussi, exponentielle de moins L est égal à 1 plus moins L. D'après la question, on nous a demandé de montrer que l'égalité avait lieu si et seulement si L était, enfin, x est égal à 0. Et donc, L égale 0, d'après la question A. Donc finalement, UN converge vers 0. Question G. À l'aide de la question 2a, démontrer successivement que pour tout antinaturel n non nul, UN plus 1 supérieur à UN sur 1 plus UN, et 1 sur UN plus 1 est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur UN. La question 2a, c'est la question avec l'inégalité exponentielle de x supérieure ou égal à x plus 1. Bon. Je commence par me donner n appartenant à n étoile. Je sais que UN plus 1, c'est 1 moins exponentielle de moins UN. Bon, très bien. Or, exponentielle de moins UN va être supérieur ou égal, si je ne dis pas de bêtises, c'est exactement ça, à moins UN plus 1. Donc, moins exponentielle de moins UN va être supérieur ou égal à va être inférieur ou égal, pardon, à UN moins 1. Et si j'ajoute 1 de chaque côté, ça ne me donne pas tout à fait ce que je veux, puisque je vais obtenir que, en ajoutant 1 de chaque côté, que 1 moins exponentielle de moins UN va être inférieur ou égal à UN. UN plus 1 inférieur ou égal à UN, c'est parce que la suite est décroissante. Ça, on le savait déjà. Donc, il faut être un petit peu plus malin que ça. Donc, ces choses-là sont vraies, mais je vais les écrire autrement. Je vais plutôt partir de exponentielle de UN. Et donc, je ne vais pas faire ça, je vais faire du 1 sur exponentielle de UN, qui va être inférieur à 1 sur UN plus 1 par décroissance de l'inverse. Et donc, moins 1 sur exponentielle de UN sera supérieur ou égal à moins 1 sur UN plus 1. D'où UN plus 1 va être supérieur ou égal à 1 moins 1 sur UN plus 1. Puisque exponentielle de UN est égale à 1 sur exponentielle de moins UN. Et en mettant au même dénominateur, je vais avoir du UN plus 1, du UN plus 1 moins 1 sur UN plus 1, c'est-à-dire du UN sur UN plus 1. Pour tout n appartenant à n étoile, UN plus 1 va être supérieur ou égal à UN sur 1 plus UN. Alors je préfère écrire 1 plus UN que UN plus 1 en fait, pour pas qu'il y ait de confusion entre UN plus 1, U indice N plus 1 et U indice N plus 1. Ensuite, deuxième partie. Et 1 sur UN plus 1 inférieur ou égal à 1 plus 1 sur UN. Bon. Qu'est-ce que l'on a comme information? Ben, on peut refaire un petit peu la même chose. Si j'écris les choses,
je vais avoir, eh bien, d'après cette information-là, soit n appartenant à n étoile, je sais que un est strictement positif, 1 sur un plus 1 sera donc inférieur ou égal à 1 plus un sur un, c'est-à-dire 1 sur un plus un sur un, c'est-à-dire 1 plus 1 sur un, exactement ce que l'on voulait. Donc pour tout n appartenant à n étoile, 1 sur un plus 1 est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur un. La deuxième partie, beaucoup plus simple que la première. Bon, la première n'était pas très compliquée, mais elle change un petit peu de ce que l'on a vu précédemment. Montrez par récurrence que pour tout entier naturel n non nul, un est supérieur à 1 sur n. Bon. On nous dit de montrer ça par récurrence, donc on n'a pas trop le choix. Soit n appartenant à n étoile, on note Pn la proposition, un supérieur ou égal à 1 sur n. Pour n égale 1, vous avez u1 qui vaut 1, et 1 sur n qui vaut 1, donc P1 est vrai. Je me donne un entier n dans n étoile, tel que un est supérieur ou égal à 1 sur n. Bon. Si on m'a fait démontrer tout à l'heure que un plus 1 était supérieur ou égal à un sur 1 plus un, c'est sans doute pas un hasard. Un plus 1 est supérieur ou égal à un sur 1 plus un. Bon. Or, là-dedans, ici, on voudrait remplacer directement les choses, mais on ne peut pas forcément. Or, donc un supérieur à 1 sur n, pas de problème, c'est mon numérateur, mais mon un du dénominateur, il est au dénominateur. Et vous avez donc un qui est supérieur à 1 sur n, donc 1 plus un supérieur à 1 plus 1 sur n, mais si je passe à l'inverse, ça marche plus bien comme je veux. 1 sur 1 plus un sera inférieur ou égal à 1 sur 1 plus 1 sur n. Et ça c'est pas génial. C'est pas génial parce que il faudrait que j'ai un supérieur ou égal pour terminer et procéder par produit. Là, je ne peux pas l'utiliser directement. Autant pour mon numérateur, ça va bien. Pour le dénominateur, ça va pas. Alors, comment s'en sortir? On nous a demandé de démontrer là-dedans une autre proposition qui est que 1 plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1 sur un plus 1. Or, par ailleurs, vous avez un plus 1. Alors, je vais noter ça comme ça, donc 1 sur un plus 1, qui est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur un. Et ça, comme on l'a eu, on a eu du un plus 1 sur un. Bref, donc il va falloir que l'on utilise ça. Et donc avec ça, ça va beaucoup mieux fonctionner. On a ça, donc, en fait, par inverse, un plus 1 va être supérieur ou égal à 1 sur 1 plus 1 sur un. Alors écrit comme ça, on n'aime pas trop les fusées à plusieurs étages, et si jamais je retravaille l'expression, j'obtiendrai celle-là, mais avec 2 fois du 1 sur n, et je serai coincé. Or, eh bien, par hypothèse de récurrence, un va être supérieur ou égal à 1 sur n, donc 1 sur un inférieur ou égal à n, et 1 plus 1 sur un va être inférieur ou égal à n plus 1. D'où par inverse,
1 sur 1 plus 1 sur un va être supérieur ou égal à 1 sur n plus 1. Exactement ce que l'on voulait. Donc, un plus 1 supérieur ou égal à 1 sur n plus 1. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n étoile, un supérieur ou égal à 1 sur n. Et voilà pour cette question de H. La question suivante, la question de I, donc, on modifie un lien, donc on nous donne un programme qui fait quoi? Eh bien, j'ai range 1, 101, donc je vais avoir 1, 2, 3, tous les entiers de 1 à 100. Ensuite, j'ajoute toutes les valeurs que j'ai dans ma liste U précédente. Y, eh bien, je prends le log de X, je dessine X et S, et ensuite X et Y. Et ça me donne les deux courbes qui sont en dessous. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on a comme information là-dedans? S, on nous demande, je crois d'abord, que représente le vecteur ligne S. Hop, hop, hop. Que contient S? Eh bien, S va contenir les sommes partielles de la série UN, de la série de termes général UN. S contient les, il y en a 100, je crois, donc les 100 premières sommes partielles de la série de termes général UN. Je vais sommer les différentes valeurs que j'ai dans ma liste de façon cumulative. Donc d'abord la première valeur, les deux premières, les trois premières, et ainsi de suite, jusqu'aux 100 premières, puisqu'il y a 100 valeurs là-dedans. Bon. Ensuite, quelle conjecture peut-on émettre? Bon. Ben, on remarque ici que notre série a l'air toujours plus grande que la courbe qui est en dessous. La courbe qui est en dessous, c'est quoi? C'est XY. La courbe qui est en dessous, la courbe sous la représentation de la série, j'ai des x, j'ai des logs de x, donc, et la courbe représentative de la fonction ln. Il semble que les sommes partielles je vais dire que la énième somme partielle de la série de termes général UN soit toujours supérieure au log à ln de n qui tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, tout doucement, mais qui tend quand même vers plus l'infini. Donc, conjecture, la somme des UN diverge. Et la dernière question de cette première partie, elle est assez pipeau, entre guillemets. J. Pour tout n appartenant à n, un à n étoile, un plus grand que 1 sur n. Or, somme des 1 sur n diverge. Par comparaison,
somme des UN diverge aussi. Et c'est terminé pour cette première partie. J'aurais peut-être pu marquer en haut la partie 1. Voilà, passons à la partie 2. Une fonction et une variable à densité. Bon. Montrer que la fonction g est dérivable sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Bon bah, g est nul sur moins l'infini 0. Donc, c'est infini sur cet intervalle. Donc, je vais marquer donc, dérivable. Sur cet intervalle, pas de problème. Pour tout x, g est produit et composé de fonctions dérivables sur R plus étoile, donc g est dérivable sur R plus étoile. Pas de problème. Des questions toutes simples. La continuité en 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0, alors, quand x tend vers 0 moins de g de x est égal à 0. Or, g est continu à droite en 0, produit de fonction usuelle. Continue à droite en 0. Et g de 0 est égal à 0. D'où g est continu en 0. Ça, c'est facile. Est-elle dérivable en 0? Alors, si on n'avait pas eu la continuité, ça aurait été très bien, parce qu'une fonction qui n'est pas continue n'est pas dérivable. Mais ben, on a la continuité, donc il faut nous intéresser à la dérivabilité. Bon. Pour cela, on va s'intéresser à la dérivée à gauche et à droite. G est dérivable à gauche en 0, et cette dérivée à gauche vaut 0. À droite, donc je vais prendre soit h strictement positif, et je vais m'intéresser à g de h moins g de 0 sur h, qui est égal donc à h exponentielle de moins h sur h, qui est donc égal à exponentielle de moins h, qui tend vers 1 lorsque h tend vers 0. Pas de problème. G est dérivable à droite en 0. Et cette dérivée à droite vaut 1, qui n'est pas égal à 0. Donc G n'a pas une dérivée à gauche qui est égale à la dérivée à droite. G n'est pas dérivable en 0. En fait, on va avoir ce que l'on appelle un point anguleux. Question B.
Donner le tableau de variation de g sur 0 plus l'infini, on précisera la limite de g en plus l'infini, je vais commencer par là. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x exponentielle moins x qui vaut 0 par croissance comparée. Je vais prendre x appartenant à R plus étoile. J'ai déjà dit que G était dérivable sur R plus étoile, donc pas de problème. G' de x, donc je vais avoir une fois exponentielle de moins x, plus x multiplié par moins exponentielle de moins x, c'est-à-dire 1 moins x, exponentielle de moins x, qui est du même signe. Que 1 moins x, pas de problème. Et donc, je peux faire mon tableau de variation, puisque c'est ça qu'on me demande. Alors, on vous demande le tableau de variation ici très clairement, mais même si on vous demandait que les variations, moi je suis d'avis que la plupart du temps, alors sauf si jamais la fonction est monotone, mais la plupart du temps, le tableau de variation donnera les variations et de façon plus lisible que des phrases. On nous a dit sur 0 plus l'infini. Je vais avoir un changement de signe en 1. Et donc ici, je vais avoir les variations de ma fonction qui s'appelle g. Tac, tac. En plus l'infini, on a 0. En 0, on a vu qu'il y avait 0. Et en 1, g de 1 vaut 1 multiplié par exponentielle de moins 1. Donc je vais avoir du 1 sur e. Et voilà ma question B. Question C. Convexité de G sur 0 plus l'infini. Bon, bah G est de classe C2 sur R plus étoile, hein, puisque en tant que produit de fonction usuelle C2 sur cet intervalle. Bon. Soit x appartenant à R plus étoile. G seconde de x sera égal à la dérivée de 1 moins x qui vaut moins 1 plus 1 moins x que je multiplie par moins exponentielle de moins x, c'est-à-dire moins 1 moins 1 moins 2, moins 2 moins x, exponentielle de moins x. Bon. Or, si je prends x dans R plus étoile, moins 2 moins x est toujours strictement négatif, donc G est concave sur R plus étoile. J'aurai un point d'inflexion en moins 2, mais qui n'est pas dans R plus étoile. Ensuite, question D. Une question que vous n'aimez pas. C'est donner l'allure de la courbe représentative de G sur R. On précisera avec soin cette allure au voisinage du point 0 de la courbe. Et on rappelle que exponentielle de moins 1 est égale à 0,37. Bon, bah, très bien. Donc, je vais avoir quelque chose comme ça. Je vais faire 2 ici, ça me paraît bien. J'ai un maximum qui vaut exponentielle de moins 1. Quand je dis 1 sur E, hein, c'est exponentielle de moins 1 ici. Qui vaut donc 0,37. En fait, on n'a pas vraiment besoin de cette information. Alors, en fait, ici, on en a quand même un petit peu besoin, parce qu'on a des tangentes à l'origine. Donc,
j'aurais besoin de faire 1. Et donc si je prends 3 carreaux pour faire 1, ici j'aurai 0,37, j'aurai à peu près ce que je veux. Donc ici, j'ai environ exponentielle de moins 1. Alors, ma courbe, bah, c'est facile, sur R-, c'est 0. Donc là, pas de problème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme information? Lorsque l'on a montré que la fonction n'était pas dérivable en 0, on a vu qu'elle était quand même dérivable à droite avec une pente qui valait 1. Ce qui veut dire que ici, je vais faire ça comme ça, j'ai une pente qui vaut 1. J'ai donc une tangente qui va être comme ça. Ensuite, j'ai un maximum qui est exponentielle de moins 1 et qui est en 1. Donc ma fonction va passer par ce point-là. J'ai donc une tangente horizontale en ce point. Une fois que j'ai dessiné ça, en fait, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais en plus que ma fonction est concave, donc, comme elle est concave, sa courbe va être sous les tangentes. Et voilà. Tout d'un coup, j'ai un petit doute sur quelque chose. Moins 1 exponentielle de moins x. J'ai bien fait d'avoir un petit doute. Ici, c'est moins 2 plus x. Et donc, alors pourquoi j'ai eu ce doute? Ici, parce que ma courbe, pour la faire redescendre, j'ai forcément un point d'inflexion en moins 2, en 2. Bon, bah donc on va modifier tout ça. Donc ça, je peux le retirer, et je recommencerai ma courbe juste après, mais vous avez déjà les informations. Et vous voyez que des choses que je fais plus loin m'alertent sur une bête erreur de calcul que j'ai faite, mais vraiment très bête en plus. Bon. Donc, je refais ça. Je vais avoir x, je vais avoir du 0, j'ai un changement de signe en 2. Du plus l'infini. Ici, j'ai le signe de x moins 2. Donc x moins 2 va être positif après, négatif avant. Et donc ici, j'ai g qui est concave. G qui est convexe. Et donc G admet un point d'inflexion en 2. Et je pourrais m'intéresser à f' de 2. C'est 1 moins x exponentielle de moins 2, c'est-à-dire moins exponentielle de moins 2. C'est-à-dire moins 1 sur exponentielle de 2. En gros, on va être de l'ordre de 1 dixième, donc ça va être, enfin de moins 1 dixième, donc ça va être quelque chose de très faible. Voilà, donc tout ça pour ma courbe, que je vais recommencer. Donc tout ce que j'ai dit ne change pas. Donc je vais avoir 1, je vais avoir 2, je vais avoir 3, et ainsi de suite. J'ai donc ici hop, 1, ici j'ai exponentielle de moins 1, ça ne change pas. J'ai toujours hop, ça qui est comme ça. Ensuite, en 1,
quelque chose comme ceci. Mon maximum, il est là. Donc ma courbe va passer par ce point, avec une tangente horizontale. En 2, f de 2 que je n'ai pas calculé, mais que je devrais faire, qui va valoir 2 exponentielle de moins 2, c'est-à-dire 2 et E, on n'est pas loin de 3, donc 2 exponentielle de moins 2, on ne va pas être loin de 2 neuvièmes. 2 neuvièmes, faut que je redivise ça en 3. On va être à peu près là, quelque part par ici. Hein. Je vais mettre un point. Hop, à peu près là. Et puis, j'ai une tangente qui vaut environ moins 1 neuvième. Donc là, qui va baisser d'un neuvième, c'est-à-dire qu'il va être en gros comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment pas... Et donc, ma courbe, elle va être concave, donc sous les tangentes, sous les tangentes, sous les tangentes, et là, elle passe au-dessus. On va avoir quelque chose comme ça. C'est pas très beau, mais c'est à peu près ma courbe. Donc, voilà pour cette question 1D. Donc, parfois, je monte, je fais un petit montage dans la vidéo, mais là, j'ai fait vraiment le choix de laisser cette erreur et de la recorriger, parce que, comme ça, vous voyez comment j'ai pu détecter l'erreur, parce qu'ici, vu la configuration, il y avait forcément une inflexion, puisqu'on passait forcément à un moment donné au-dessus des tangentes, sinon on ne pouvait pas avoir une... comment dire, on avait beaucoup de mal à avoir une fonction nulle en plus l'infini, et voilà. Mon f' de 2, est-ce que je m'étais pas trompé? Est-ce que j'ai pris la bonne formule pour f? Pour g', 1 moins x, donc 1 moins 2 moins 1 exponentielle de moins 2. Ouais, donc c'est à peu près ça. Je ne l'ai pas forcément super bien choisi. Mais voilà. 2a. Montrer que G est une densité de probabilité. Donc là, on rentre vraiment clairement dans le travail que l'on a fait récemment. G est positive sur R. On a montré que G était continu sur R. On a comme information que l'intégrale de moins l'infini à 0 de G de t dt converge et vaut 0. On va s'intéresser maintenant à l'intégrale de 0 à plus l'infini. L'intégrale de 0 à plus l'infini de G de t dt, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle de moins t dt. Bon. Et là, soit on va montrer que t exponentielle de moins t est négligeable, par exemple devant 1 sur t carré, ce qui se fait très facilement, on l'a fait plein de fois, mais comme derrière on va devoir calculer la valeur de l'intégrale, et que on ne connaît pas de primitive directe, on va être obligé de passer ici par une intégration par partie, donc autant le faire directement. Je me donne x appartenant à R+, et je vais m'intéresser à l'intégrale de 0 à x de t exponentielle de moins t dt. Et ici, donc, je vais poser u de t égale t. J'ai donc u' de t égale 1. Je vais faire du v' de t égale exponentielle de moins t. Et je vais donc avoir du v de t qui sera moins exponentielle de moins t. Donc je vais avoir du moins t exponentielle de moins t, que je vais intégrer entre 0 et x, moins l'intégrale de 0 à x de moins exponentielle de moins t dt. Et donc je vais avoir moins x exponentielle de moins x, moins
exponentielle de moins t, que je vais intégrer entre 0 et x, c'est-à-dire moins x exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x, plus 1. Cette chose-là tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Bah, c'est G2x, hein, c'est les croissances comparées, on l'a vu dans le tableau. Je ne explique pas plus pourquoi, on l'a déjà dit. Ça, clairement, ça tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on en déduit quoi? Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de g de t dt converge et vaut 1. Conclusion, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de t dt converge et vaut 1. Vous voyez qu'on a plusieurs points. On a la convergence qui vaut 1, pop, pop, pop. On a la continuité, la positivité. Donc G est une densité de probabilité. Encore une chose de régler. Question B. Sans calcul, justifiez que la fonction grand G est de classe C1 sur R. Bon. Grand G, la fonction de répartition, est une primitive alors, je vais dire quand même une primitive, comme ça je ne précise pas les choses, de petit g sur R, oui. Donc, g est dérivable sur R, et comme g est continu, sur R, g' est continu sur R, donc grand G est de classe C1 sur R, puisque sa dérivée, qui est petit g, est une fonction, et donc grand G, je vais quand même préciser les choses, g' égale petit g et continue sur R. Question C. Montrez que pour tout réel x, là aussi on l'a fait plein de fois, je me donne un réel x, si x est strictement négatif, g de x est égal à l'intégrale de moins l'infini à x de 0 dt vaut 0. Donc ça c'est réglé. Maintenant je vais prendre x supérieur à 0. J'ai g de x qui est l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt plus l'intégrale de 0 à x de t exponentielle de moins t dt. Et là, ce calcul-là, on l'a déjà fait en fait. On l'a déjà fait ici. On a calculé cette intégrale. Donc je vais avoir du 1 moins x exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x, c'est-à-dire 1 moins x plus 1 exponentielle de moins x. Conclusion. Pour tout x appartenant à R, g de x est égal à 0 si x est négatif, et 1 moins exponentielle de moins x multiplié par 1 plus x si x est supérieur à 0. Encore une question de terminer. Question D. Montrez que la variable aléatoire y admet une espérance que l'on calculera. Y est de densité G. Donc y admet une espérance. Si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini
de t, g de t dt converge absolument. Or, l'intégrale de moins l'infini à 0 de t, g de t dt est égale donc j'ai de la convergence absolue, pas de problème. Maintenant, on va s'intéresser à l'intégrale de 0 à plus l'infini de valeur absolue de t, g de t dt. C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle de moins t dt. Bon. Et là, on peut être un petit peu malin. Cela étant, je me dis que j'aurais pu l'être au départ. Cette intégrale, c'est quoi? Or, x, ma variable aléatoire de la première partie à laquelle je ne pensais plus, mais qui aurait pu m'aider précédemment en fait, quand j'ai montré que petit g était une densité, quand j'avais l'intégrale de x exponentielle de moins x, j'aurais pu montrer que, j'aurais pu me servir du fait que cette intégrale valait 1, puisque c'était l'espérance de x en fait, tout simplement. Donc ici, or x, qui suit la loi exponentielle de paramètre 1, admet une variance. Donc, mon intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle de moins t dt converge. D'où l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t g de t dt converge. Y admet une espérance. Converge, j'ai oublié le mot absolument. Y admet une espérance. Pour la calculer, ben on va le faire. L'espérance de y, c'est donc l'intégrale de moins l'infini à 0 de t multiplié par 0 dt plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle de moins t dt, c'est-à-dire que ça vaut 0 plus la variance de x, plus, c'est pas la variance de x, plus l'espérance de x carré. Or, la variance de x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. D'où l'espérance de x carré vaut v de x plus l'espérance de x au carré, c'est-à-dire 1 plus 1, 2. On a donc l'espérance de y qui vaut 2. Et ça me fait penser que, je vous le disais, mais ça ira mieux sans doute en revoyant les choses. Ici, cette chose-là, converge parce que x qui suit la loi exponentielle de paramètre 1 admet une espérance. Et donc, l'intégrale de cette espérance, de 0 à plus l'infini de t exponentielle de moins t dt converge, et vaut espérance de x qui vaut 1. Donc on aurait pu aller plus vite que cette intégration par partie. Néanmoins, ce travail n'est pas du tout inutile, puisqu'il nous a permis d'éviter l'intégration par partie à ce moment-là. De toute façon, l'intégration par partie, il aurait fallu la faire. C'est pas très très grave de ne pas avoir remarqué cette idée d'intégration, d'espérance de la loi exponentielle auparavant. Question 3. On considère la variable aléatoire z égale l'exponentielle de y. Déterminer la fonction de répartition notée h de la variable aléatoire z. On procède toujours de la même façon lorsqu'on en cherche une fonction de répartition. Donc je me donne un réel x, et je vais donc m'intéresser à h de x. h de x, c'est quoi? C'est donc la probabilité que z soit inférieur ou égal à x.
c'est donc la probabilité d'avoir exponentielle de y inférieur ou égal à petit x. On peut remarquer que si jamais x est négatif, cette probabilité vaut 0 car une exponentielle, car tout est appartenant à R, exponentielle de t strictement positif. Bon. Maintenant, je vais m'intéresser à x strictement positif. J'ai donc h de x qui est toujours ma probabilité, ça n'a pas changé que l'exponentielle de y soit inférieure ou égale à petit x. J'applique le logarithme qui est une fonction croissante strictement et bijective. Donc ça sera la même chose que y inférieur ou égal à ln de x. Et donc, j'obtiens la fonction de répartition de y, c'est-à-dire grand G, de ln de x. Et là, il peut se passer deux choses. Premier sous cas, j'ai x qui va être compris entre 0 et 1. En ce cas, ln de x est négatif, et donc g de ln de x vaut 0, puisque ma fonction grand G est nulle sur R-. Deuxième cas, x est supérieur ou égal à 1. Dans ce cas-là, h de x, c'est toujours g de ln de x, ça n'a pas changé, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins ln de x, facteur de 1 plus ln de x, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins ln de x, c'est donc l'exponentielle de ln de 1 sur x, facteur de 1 plus ln de x. J'ai donc 1 moins 1 plus ln de x sur x. Et voilà notre fonction de répartition. Alors, c'est la question 3a. Je vais conclure en disant que pour tout x appartenant à R, h de x égale 0 si jamais x est inférieur, alors strictement ou égal strictement à 1, je vais noter ça comme ça, et 1 moins 1 plus ln de x sur x si jamais x est supérieur ou égal à 1. Voilà ma fonction de répartition de la variable aléatoire qui s'appelle z. Question B. En déduire que z est une variable à densité. Très bien. Je peux en montrer que h et alors la continuité, il va falloir s'y intéresser. Et continue sur moins l'infini 1 et sur 1 plus l'infini. Pas de problème là-dessus. La limite, lorsque petit x tend vers 1 moins de h de x égale à 0, et c'est ça, 1, et en l'autre côté, donc j'ai 1 plus ln de 1 qui vaut 0 sur 1, je reconnais h de 1. Donc h est continu à gauche en 1, et donc continu en 1. Alors non pas que la continuité à gauche implique la continuité, mais quand on a dit ici que h était continu sur 1 plus l'infini, on a dit en particulier que h était continu à droite en 1. Donc elle est continue en 1. Donc ma fonction de répartition h est continue sur R. H est donc continue sur R. Pas de problème. Hop. Ensuite, h est de classe C1 sur, alors non, c'est pas R-, le changement c'est en 1, et sur 1 plus l'infini, en tant que
somme produit quotient. Le dénominateur ne s'annulant pas. Sur 1 plus l'infini, de fonctions usuelles. C'est 1 sur leur ensemble de définitions. H est donc de classe C1 sur R, sauf éventuellement en 1. Je mets bien le éventuellement parce que peut-être que H est de classe C1 en 1, mais je ne l'ai pas montré. Donc H est donc la fonction de répartition d'une variable à densité. Donc notre variable aléatoire qui s'appelle ici Z est une variable à densité. Pour avoir une densité de Z, il suffit de dériver notre fonction grand H. Soit x appartenant à R-, h' de x égale 0. Alors c'est pas R-, j'y tiens, c'est moins l'infini 1, soit x appartenant à 1 plus l'infini. Je peux inclure le... Alors, je vais laisser ça comme ça. H' de x est égal à la dérivée de 1 qui vaut 0, et ensuite j'ai un quotient, donc je vais avoir du moins. La dérivée de 1 qui vaut 0, plus ln de x, donc qui me vaut 1 sur x, multiplié par x, moins la dérivée de x qui vaut 1, multiplié par 1 plus ln de x, le tout sur x carré. C'est-à-dire 1 moins 1 plus ln de x, avec un moins devant, le tout sur x carré, c'est-à-dire ln de x sur x carré. Donc c'est z cette variable, admet pour densité il y en a plusieurs, mais je vais en donner une, f z de t, qui a t associe 0 si jamais x est inférieur ou égal à 1, et ln de t sur t carré si jamais t est strictement plus grand que 1. Remarquez que j'ai bien une fonction qui est positive sur R, il n'y a pas de souci. Hop. Je vais encadrer tout ça. Dernière question, est-ce que Z admet ou pas une espérance? Eh bien, comment est-ce qu'on va savoir ça? La question c'est, pour qu'il y ait une espérance, il faut que l'intégrale converge. Sur moins l'infini 0, il va y avoir convergence. Enfin, une certaine intégrale, je vais dire les choses plutôt comme ça, converge absolument. Et donc, ici, je vais devoir multiplier ça par t, et ça ne va pas trop marcher. La fonction qui a t associe ln de t sur t, alors j'allais dire n'est pas intégrable, mais vous ne connaissez pas ce mot, donc on va faire les choses autrement. L'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t sur t dt diverge, car pour tout t appartenant, alors je vais même mettre ici 1 plus l'infini, pour tout t appartenant à 1 plus l'infini, ln de t sur t est plus grand que
alors, ça ne marchera qu'à partir de E. Et l'intégrale de E à plus l'infini de 1 sur t dt diverge. Donc il n'y a pas de convergence absolue. Or, Z admet une espérance si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t multiplié par fz de t dt qui vaut l'intégrale de 0 de 1 à plus l'infini de t ln de t sur t carré qui est doublé le dt, ça va vouloir aller trop vite, qui est égal à l'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de t sur t dt converge absolument. Or cette intégrale diverge. Il n'y a donc pas convergence absolue non plus. Il n'y a donc pas non plus convergence absolue. Donc Z n'admet pas d'espérance. Et voilà qui conclut ce deuxième exercice.